L'attente est enfin terminée. Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Comment les hommes de Tuchel ont battu le RB Leipzig et pourquoi ont-ils autant dominé ce match? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Si votre équipe préférée c'est le Paris Saint-Germain, vous avez pas mal de raisons d'être une personne très heureuse en ce moment. Félicitations, vous verrez la finale. Le match du PSG hier, il est vraiment bon et ça va être intéressant d'analyser d'une part pourquoi il est bon, mais d'autre part comment ça se fait que les Parisiens ont pu sortir cette performance-là. Il y aura des choses tactiques très intéressantes à analyser. Mais avant de rentrer vraiment dans le dur du sujet, comme ça devient traditionnel dans ces analyses d'après-match, quelques éléments pour vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé hier. Et bien figurez-vous que Neymar, c'est la première fois qu'il peut jouer tous les matchs à élimination directe depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et voici son équipe en finale. Et puis l'autre chose que je voulais faire ressortir, c'est qu'il y a un an, Sergio Rico, il descendait en deuxième division anglaise avec Fulham et le voici en finale de Ligue des Champions. Dès la 6e minute de jeu, il y a une action qui va vraiment être représentative de ce que va être ce match. Neymar, il part dans le dos des centraux, il se retrouve seul face à Gulácsi et malheureusement pour lui, il rate, mais à cet instant, je me suis dit, d'accord, Upamecano va avoir un match très différent de son match face à l'Atlético. Un match où il s'agissait au final surtout de briller dans son duel direct avec Diego Costa, de prendre l'ascendant physique sur l'attaquant qu'il avait en face. Et là, c'était pas du tout la même chose qu'il devait faire face à Neymar. Un match beaucoup plus cérébral, beaucoup plus interprétatif que le Français devait sortir. Parce que Neymar, il allait passer dans sa zone, en ressortir, aller dans la zone de Klostermann, faire des appels dans le dos d'Upamecano, bref, pas du tout une question pour Upamecano de s'imposer dans un duel physique. La deuxième action qui va définir le match et qui va faire que le match prend une tournure assez rapidement déterminante, c'est évidemment le but de Marquinhos. Pour la première fois dans cette phase à élimination directe en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a le contrôle des événements depuis le début. Il n'a pas besoin de courir après un score, il n'a pas besoin de se stresser entre guillemets. Et ça va permettre énormément de choses, notamment à Paredes, de prendre le contrôle des événements. Ce qui avait handicapé le Paris Saint-Germain dans la compétition jusque-là, c'était 1, de devoir courir après le score et 2, de devoir subir le pressing adverse. Hier, pour la première fois, ni l'un ni l'autre. Paredes, quand il recevait le ballon, ça signifiait déjà que personne d'autre devait redescendre pour toucher le ballon, parce que lui était le premier relanceur parisien et c'était le premier relanceur parisien et personne ne devait redescendre parce que la pression sur lui, elle était inexistante. Dans son 4-1-4-1, le RB Leipzig ne pressait pas le Paris Saint-Germain. Paredes était vraiment dans un fauteuil à l'heure de faire ses premières passes. Imaginez un joueur qui reçoit de face, sans pression et qui en plus a une super qualité de passe. Et là, en plus de recevoir le ballon tranquillement, il avait de bonnes options de passe disponibles. Déjà, il faut dire que si il n'était pas pressé, c'était parce que si Sabitzer sortait sur lui, ça ouvrait un espace directement vers Neymar. Sabitzer ne pouvait pas sortir sur lui, c'était trop piégeux. Et puis, le grand jeu des Parisiens pour donner des options de passe à Paredes, c'était de placer des joueurs dans le dos de Kevin Campbell. Ils ont vraiment fait ça sur toute la mi-temps, c'était très drôle à voir. Le match s'est joué là. Herrera a passé énormément de temps dans le dos de Kevin Campbell et la question pour les Allemands c'était est-ce qu'on sort sur Herrera ou pas? Si on ne sort pas, il est libre, on rappelle. Ils ont fait le pari souvent de ne pas sortir sur lui, j'imagine qu'en pensant que si Herrera reçoit entre les lignes, c'est pas le joueur le plus dangereux, on pourra corriger la situation après. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Neymar qui vient recevoir entre les lignes, qui vient se placer dans le dos de Kevin Campbell, entre Kevin Campbell et les centraux. Et bien là, il fallait absolument sortir sur lui. Et si vous sortez sur Neymar avec un central, vous ouvrez un espace dans son dos dont va profiter Mbappé. Si vous ne sortez pas de toute manière, vous êtes mort. Et si vous faites reculer des milieux pour aller prendre Neymar ou prendre Herrera, j'imagine, que ça c'est mon hypothèse, mais que ce n'était pas forcément avantageux parce que ça faisait encore plus reculer le bloc. Les fois où c'est Mbappé qui allait s'insérer dans cette zone, c'est Neymar qui prenait la profondeur. Bref, le Paris Saint-Germain avait toujours des mécanismes pour 1. Trouver des hommes entre les lignes, placer les hommes entre les lignes et les trouver, et 2. Attaquer la profondeur ensuite, passer la deuxième vitesse.
Là, on voit vraiment le succès du travail de Thomas Tuchel à ce petit jeu de « je te mets du monde entre les lignes », j'utilise RRA entre les lignes, assez fou. Au passage, ça va fixer tes joueurs, si tu sors dessus, ça ouvre un espace dans ton dos, si tu sors pas, t'es mort parce qu'ils vont recevoir entre les lignes, t'as pas envie que Neymar reçoive entre les lignes, et puis Mbappé prend la profondeur si tu sors dessus, bref, un casse-tête à résoudre pour Julian Nagelsmann, et en plus d'avoir pu offrir des options de passe viables à Paredes, la connexion Paredes-Neymar fonctionnait super bien d'ailleurs, ça permettait au Paris Saint-Germain de perdre le ballon un peu plus haut et de pouvoir bien mieux presser ensuite. Le pressing, c'est la deuxième grande réussite de Thomas Tuchel et les siens sur cette partie. Le pressing, il était vraiment bon avec cette petite adaptation d'Mbappé qui venait à l'intérieur prendre Mukiele. C'était très difficile pour Leipzig s'ils entendaient ressortir le ballon, et franchement, ils n'ont pas réussi à le faire. Ce qui est assez fou quand même, c'est que Julian Nagelsmann, il travaille énormément ses sorties de balle, énormément. Guardiola, il travaille 12 sorties de balle différentes. Nagelsmann, on est plutôt autour des 30. Et hier, malgré tous les chemins, malgré toute la répétition, malgré le fait que ça a été déterminant, la réussite dans les sorties de balle pour Leipzig dans cette compétition, c'est quelque chose qui faisait très bien, aussi en Bundesliga, hier ça n'a pas du tout fonctionné. Je pense que si Leipzig voulait vraiment relancer court et proprement derrière, ça demandait énormément de patience. Faire voyager le ballon entre ces différents joueurs sur les premiers mètres jusqu'à trouver l'ouverture et tenter cette passe un peu plus verticale. La patience, ils ne l'ont pas eu parce qu'ils n'avaient pas la confiance pour le faire. Il faut beaucoup de confiance pour sous pression, comme ça, te faire des passes courtes. Les rares fois où ils ont osé le faire, la qualité technique ne suivait pas, l'exécution ne suivait pas. Ça amène par exemple ce deuxième but parisien où Goulashi a le ballon dans les pieds, il tente une passe un peu plus risquée mais qui doit tenter si à un moment donné t'entends faire avancer ton équipe, et les Parisiens provoquent cette erreur de Goulashi avec leur pression. Il y a vraiment une question de qualité individuelle qui s'est jouée ici. L'autre solution pour Goulashi, c'était de jouer long pour contourner ce pressing parisien. Autant j'avais loué le jeu au pied de Keylor Navas et sa prise de risque face à l'Atalanta, ça supposait pour le gardien du PSG de sortir de sa zone de confort, autant Goulashi, si vous voulez jouer long, c'était même pas une question de sortir de sa zone de confort, c'est une question de sortir de sa zone de football, parce que c'est pas le meilleur gardien pour faire ça, et puis en plus, par la suite, rien ne te garantissait que les joueurs de Leipzig remporteraient leur duel individuel dans les airs. Rien garantissait qu'ils remporteraient les deuxièmes ballons. Bref, Leipzig a jamais réussi à se sortir de son camp de défense. Et si tu n'arrives pas à ressortir de ton camp, ça veut dire que tu ne pourras pas non plus aller presser haut l'adversaire. C'est comme ça que le Paris Saint-Germain, en pressant le RB Leipzig, a aussi annulé le pressing des Allemands, puisque comme ils n'avaient jamais le ballon en camp adverse, ils ne pouvaient ni contre-presser, ni instaurer un pressing haut dès le départ. Et cette stat, elle est révélatrice. Quant à la première mi-temps, le Paris Saint-Germain n'a été dépossédé du ballon qu'une seule fois dans son propre camp. Une seule fois, le RB Leipzig a réussi à récupérer le ballon dans le camp parisien. On attendait vraiment les Allemands au pressing, c'était leur grande force ou l'une de leurs grandes forces de la compétition. Finalement, ça a été la grande force du PSG sur ce match. Ça lui a évité plein de problèmes et ça lui a permis d'avoir la maîtrise du match à tous les instants. En deuxième mi-temps, Nagelsmann fait les changements. Ça va avoir un effet qui ne va pas durer très longtemps. Le point le plus positif, c'est cette entrée de Forsberg qui permet à Leipzig d'avoir le ballon un petit peu plus haut. Aussi surcharger la zone de Thilo Kehrer pour faire souffrir le latéral droit du Paris Saint-Germain. Mais ça ne dure pas longtemps et le Paris Saint-Germain, il a la maîtrise sur la deuxième mi-temps. Il est très à l'aise dans cette deuxième mi-temps. Ce que je retiens hier, c'est que c'est une victoire collective du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui, pour la première fois de la compétition, pose des problèmes collectifs à l'adversaire. Jusque-là, c'était plutôt l'inverse. L'adversaire qui pose des problèmes au PSG et ce dernier qui les résout grâce à sa qualité individuelle. Hier, on voit vraiment une victoire en équipe du Paris Saint-Germain dans tous les compartiments du jeu. Et puis la deuxième chose que je retiens, c'est évidemment ce manque de qualité de Leipzig qui, en demi-finale de Ligue des Champions, devient absolument décisif. À un moment donné, Angelino a un peu d'espace pour recevoir le ballon, il peut vraiment poser des problèmes au Paris Saint-Germain parce qu'il reçoit dans la surface adverse. Sa touche est trop longue, ça file en 6 mètres. Youssouf Poulsen, sa plus grande qualité, c'est peut-être de dézoner sur un côté. C'était impossible qu'il pose des problèmes à Kimpembe qui au passage fait encore un super match et à Thiago Silva. Capello disait très justement après le match que les schémas sans la qualité, ça ne sert à rien. Alors il ne faut pas prendre ça comme une critique contre Nagelsmann parce que ces schémas ont apporté énormément à Leipzig cette saison,
mais quand ça compte vraiment, c'est la qualité individuelle qui fait la différence dans cette compétition. Ce qui a été très dur hier pour le RB Leipzig, c'était ce besoin d'interpréter constamment les situations. Pour la première fois dans la compétition, cette année, c'est le Paris Saint-Germain qui pose les questions à l'adversaire et pas l'inverse. Le RB Leipzig, il devait répondre aux questions suivantes. On marque Herrera entre les lignes ou on ne le marque pas? On sort sur Neymar avec un milieu quitte à faire reculer l'équipe ou avec un central quitte à ouvrir de l'espace dans son dos? Est-ce qu'on laisse Paredes recevoir vraiment confortablement ou alors qu'on sort sur lui quitte à ouvrir une ligne de passe directement vers le centre du terrain? Est-ce qu'on presse haut ou alors on reste dans ce bloc un peu plus médian? Est-ce qu'on joue long ou alors on tente de relancer court? Bref, énormément de questions. Il ne faut pas oublier que le RB Leipzig avec Nagelsmann, ils sont en année numéro 1 du projet, c'est des jeunes joueurs, c'est une équipe qui est encore jeune dans son vécu et actuellement elle n'a pas la capacité à interpréter les choses en cours de match, à chaque fois apporter des réponses aux questions, c'est encore trop compliqué pour elle. Et puis sur cette question de qualité individuelle, une chose très marquante, c'est que Nagelsmann, il a fait 4 changements. Le Paris Saint-Germain n'en a toujours pas fait et tu n'as pas l'impression que ces changements ont grand effet à part sur les toutes premières minutes de la deuxième mi-temps comme je le disais. Il change 4 fois, certains ont dit, moi j'ai constaté 3 mais des gens à qui je fais confiance disaient 4. Il change 4 fois son animation défensive durant la partie. Ça change pas grand chose. Bref, il faut jamais oublier, ça c'est une de mes convictions footballistiques les plus fermes, que les équipes appartiennent aux entraîneurs, mais le football appartient aux joueurs. Thomas Tuchel, il l'exemplifie parfaitement hier lorsqu'il dit après le match, cette compétition, elle est faite pour les joueurs. Oui, c'est une compétition où les joueurs sont les rois, où les entraîneurs peuvent tenter des choses, mais à un moment donné, ça appartient vraiment aux joueurs de gagner le match, de faire ce qu'il faut sur le terrain. L'entraîneur ne peut pas tout faire et Nagelsmann, c'est le meilleur exemplaire. Mais malgré toutes ces petites adaptations, ça n'a pas fait effet. Cette question de qualité individuelle, on la retrouve évidemment dans les performances des Parisiens. On a parlé de Kimpembe, on peut parler de Thiago Silva, Di Maria. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Di Maria à part qu'il est trop fort? Et chose très intéressante, sur les 3 buts du Paris Saint-Germain, on retrouve les forces des joueurs. Les joueurs sont très bons, mais en plus ils ont quelques forces particulières qu'on retrouve sur les buts. Le coup de patte de Di Maria pour une tête de Marquinhos. Marquinhos, la tête, c'est un des meilleurs centraux d'Europe. Le deuxième but avec cette inspiration, cette talonnade géniale de Neymar. Je ne sais pas qui d'autre dans le football européen fait les choses que Neymar fait parce que je ne sais pas qui d'autre pense à ce que Neymar pense. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ce joueur pour inventer des choses pareilles. Brillant. Neymar avec une invention incroyable. Pas décisif pour Di Maria. Et puis le troisième but, un Juan Bernat qui pourra avoir toutes les limites du monde. C'est un latéral qui attaque toujours très bien le deuxième poteau. On le voit. Et enfin, un petit coup de chapeau quand même à Thomas Tuchel qui a très bien su préparer son équipe et à la fin du match, il disait on a su s'adapter, mais pas trop. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Aujourd'hui, un peu moins de contenu tactique que d'habitude parce que beaucoup de choses se jouent en première mi-temps et puis parce que le PSG est meilleur, il est à l'aise dans son match. Il sera un match de prétendant à la victoire finale et un match de grande équipe qui maîtrise son sujet et qui n'a pas été inquiété. Si mon analyse vous a plu autant que le match du Paris Saint-Germain hier, je sais que c'est beaucoup dire, c'est des grands mots, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, c'est la meilleure façon de me soutenir et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Nous on se retrouve demain à la même heure pour analyser la deuxième demi-finale. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Allez, à toutes!